vers un partenariat entre la République démocratique du Congo et les États-Unis sur les minerais rares en échange d'une aide à la sécurité de la RDC. Rien n'est encore fait, des discussions sont en cours entre Kinshasa et Washington. Voilà ce que nous avons prévu dans le cadre de ce tout premier numéro de ce magazine Canal Éco, une émission exclusivement dédiée aux questions liées à l'économie de la RDC. J'ai le réel plaisir de vous la présenter aujourd'hui. Et pour ce faire, je reçois un journaliste spécialiste en communication stratégique, patron des médias, mais à la base, il est économiste de formation. Avec lui, nous allons essayer de comprendre les contours de ces deals économico-sécuritaires entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Bienvenue à tous. Mike Gardi Diana, bonjour. Bonjour Héritier, bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. Bienvenue à Canal Éco. C'est un plaisir de retrouver ces plateaux et surtout d'ouvrir le bal pour un premier numéro. Juste une précision de formation, je ne suis pas qu'économiste, journaliste aussi. J'ai commencé par dire que vous êtes journaliste. Journaliste et économiste aussi de voilà. formation. Voilà, ça c'est un plaisir. Ok, merci de nous faire, de venir ouvrir la balle. C'est ce que je l'ai dit. J'aimerais avoir votre impression et surtout votre souhait par rapport à cette émission qui vient de naître ici à Canal Congo Télévision. C'est que vous souhaiteriez voir de cette émission. Je crois que j'ai toujours dit à ceux qui me suivent, le management des médias aujourd'hui est un management essentiellement tourné vers les contenus. C'est vrai que CCTV a bâti sa notoriété sur des questions d'ordre politique, mais aujourd'hui, quand on remet les questions économiques, c'est une question essentielle, qui d'ailleurs cadre avec mon plus grand combat. Parce que pour moi, mon plus grand combat, c'est l'amélioration de la qualité du débat public. Et pour améliorer la qualité du débat public, il faut mettre à la disposition de cette population les bonnes informations et surtout les meilleures. Et je crois que l'une des raisons de la détérioration de ces débats, c'est cette forme de politico-centrisme, un accès excessif sur les questions simplement politiques au lieu d'aller vers les questions de développement, qui est un plateau économique sur CCTV pour moi est une très bonne chose, question de permettre aux gens d'avoir également le rendez-vous sur des vraies questions de développement, des questions qui touchent à l'existence et à la survie de la population aussi, à part la politique, mais essentiellement des questions qui touchent au bien-être de chaque Congolais. Donc, bon vent à vous, je connais tes qualités, je connais aussi la valeur de la chaîne. Je pense que vous ferez bon ménage pour que finalement ces programmes deviennent un des programmes référents où les gens viendront pour se ressourcer sur des questions économiques, mais également, pourquoi pas, d'autres séculiers de l'économie, notamment les finances et tout ce qui va avec. Merci beaucoup pour ces souhaits. Je pense que vous serez toujours là pour nous porter main forte à chaque fois que nous allons vous appeler. Vous pouvez compter sur moi. Oui, je l'ai dit, comme je l'ai annoncé ici au début, sur la thématique. On parle de discussion entre Kinshasa et Washington sur un partenariat stratégique sur nos minéraux. La RDC aujourd'hui a le problème de l'insécurité, surtout dans sa partie est, et il a besoin d'un soutien militaire. C'est pourquoi le gouvernement congolais a choisi les États-Unis d'Amérique pour discuter, question de nous venir en aide, et en contrepartie, nous allons permettre aux États-Unis d'Amérique d'entrer ou avoir une marge sur nos minéraux stratégiques. Votre point de vue en 5 minutes par rapport aux enjeux, c'est que la RDC pourrait gagner ou perdre si jamais cet accord aura lieu. Merci pour la question. Je crois que on est dans un type de contrat qui tienne en état beaucoup de rapports interétatiques. Mais je crois que la question de gagner ou perdre dépend de la posture et de la stratégie de Kinshasa. Parce que j'ai toujours rappelé aux gens, aujourd'hui on est dans un contexte, dans un rapport entre États. La RDC a toujours eu le malheur, malgré tout son potentiel, de rater les différentes occasions avec l'histoire. Il vous souviendra que l'industrie de l'automobile aujourd'hui a été presque conçue avec l'aide de la RDC via son caoutchouc. On peut comprendre, on était dans un contexte colonial. Mais après, l'industrie nucléaire avec notre uranium, l'industrie numérique avec le cobalt, aujourd'hui on parle le coltan, aujourd'hui on parle du cobalt, on parle du lithium, on parle de l'uranium, tout ce qui sont de matières stratégiques qui ont amené des révolutions d'ordre économique. Kinshasa n'a jamais eu une part belle parce que on n'a pas ficelé des politiques, on n'a pas défini ce que nous voulons à terme et à long terme.
et qu'aujourd'hui, Kinshasa décide de prendre cette tangente de manière publique et soumettre un débat à l'opinion publique, pour moi, est le premier élément qui prouve à suffisance que cette fois-ci, on n'y va pas comme on le faisait autrefois. Je rappelle, Joseph Désiré Mobutu a utilisé cette approche avec les États-Unis d'Amérique pour préserver son pouvoir. Les autres l'ont fait. Je ne reviens pas sur le période un peu plus récente pour éviter la polémique dans une émission pareille, mais je crois que cette fois-ci, l'idée est d'aller chercher une véritable résilience sur cette question sécuritaire. Et pour moi, je pense que tout dépendra, on m'a dit, selon les informations, qu'il y a une task force qui réfléchit sur la stratégie de Kinshasa par rapport à cet accord et sur les différents termes qui seront négociés. Coup de chapeau, on attendrait voir, mais je pense qu'à la limite, cette task force devrait également organiser des colloques pour faire participer le plus d'intelligence sur les orientations à ce niveau-là pour éviter de retomber dans les erreurs d'autrefois, notamment l'accord de 2008 où on a voulu également le développement avec la Chine, mais malheureusement, qui ne nous a pas apporté grand-chose. Et qu'aujourd'hui, Kinshasa décide de le prendre aussi pour résoudre le problème sécuritaire parce que cette guerre-là est avant tout une guerre économique avant de prendre d'autres ramifications. Et aujourd'hui, moi je pense que ce que Kinshasa aura à gagner, c'est de mettre d'abord fin à un cycle de violence ou encore de bataille qui dure depuis près de 30 ans, mais aussi trouver une forme d'accalmie et recouvrir l'intégrité territoriale sur les approches économiques, bien que le reste des concessions le fera avec les autres États, particulièrement le Rwanda et les autres États de la sous-région, dans l'élan de la solidarité africaine. Et ce que la RDC aura à perdre aujourd'hui, c'est retarder son échéance de devenir une puissance. Quand on est un État comme la RDC, on a presque le même destin que la Chine, on a presque le même destin même que les États-Unis, c'est-à-dire on est appelé à être une puissance continentale et mondiale. Aujourd'hui, décider de prendre notre plus grande valeur marchande, que les ressources minières et stratégiques particulièrement, laisser entre les mains des autres, ça voudrait dire on va retarder un peu les échéances sur notre émancipation, mais là encore une fois de plus, l'intelligence économique nous permettra de pouvoir surfer sur les quelques avantages pour pouvoir ficeler des politiques publiques efficaces et efficientes pour que dans les jours à venir, nous ayons notre destin à main. La chose à perdre, c'est que si jamais on ne ficelle pas bien ces accords, on revient à la case départ. On a quitté les États-Unis pour la Chine parce qu'on voulait le développement. On va cette fois-ci pas rompre, mais on va cette fois-ci retourner avec nos partenaires traditionnels pour le même raison. Ça prouvera suffisance que c'est nous qui n'avons pas compris parce que la notion du développement est intrinsèque. On ne développe pas quelqu'un, on se développe soi et les autres viennent pour aider. Et donc tout dépendra de nous, tout dépendra de comment on y va et tout dépendra du recul qu'on prendra avec les considérations d'ordre politique sur ces approches, mais surtout notre maîtrise des enjeux économiques et surtout des enjeux au niveau sous-régional parce que, j'insiste, au niveau de la sous-région, cette bataille prend beaucoup trop de ramifications. Au-delà de la question économique, il y a d'autres questions d'ordre existentiel. Le Rwanda a voulu faire évoluer cette bataille, notamment sur des questions identitaires, sur des questions de terre, et donc pour moi, l'économie. Mais je vais encore observer pour chuter, Kinshasa a l'avantage d'avoir déjà essayé cette approche proposée par cette déclaration de principe. Il vous souviendrez, quand Tshisekedi est arrivé au pouvoir, la première des choses qu'il a fait, c'est aller dans le sens de l'intégration régionale. Avec des décisions impopulaires, il a permis au Rwanda d'avoir des usines de raffineries d'or à Kinshasa. À Goma. Et qu'est-ce que je dis? À Goma, en RDC. Il a permis un rapport très détendu avec le Rwanda, jusqu'au point où le Rwanda a eu la RDC comme base arrière de sa société aérienne, Rwanda Air. Donc, en fait, Kinshasa était déjà dans cette approche, ça n'avait pas marché parce qu'on n'avait pas tenu compte des différentes orientations et surtout de la chaîne des commandements dans ces questions-là. Aujourd'hui, les faits me donnent raison. Le problème des Kinshasa ne trouveront pas de solution au niveau de la sous-région parce que c'est des gens mis en place pour respecter le dictat venu d'ailleurs et qu'aujourd'hui on ramène les débats au niveau international avec la puissance américaine, prouve à suffisance qu'aujourd'hui on a compris d'où provenait le problème et que finalement on voulait les résoudre définitivement, mais dans le fond, tout dépend de la politique qu'on mettra en place. On a forcément de choses à perdre, mais on pourra gagner beaucoup plus que ce qu'on perdra si aujourd'hui les stratégies mises en place et les termes de cet accord reflètent les intérêts de la République, reflètent surtout la vocation de ce qu'est la RDC. Oui, vous avez parlé dans vos propos, vous avez revenu sur la question de l'accord de 2008 avec la Chine. Ça n'a pas du tout marché comme c'était prévu. Oui, vous le savez bien, mais aujourd'hui, les États-Unis entrent en danse. J'aimerais maintenant savoir quels seraient les profils
des négociateurs du côté congolais face aux Américains. Cette fois-ci, qui, selon vous, peuvent être capables d'aller discuter face aux Américains et cette fois-ci espérer avoir gain de cause? Je vais vous donner un exemple. Aujourd'hui, vous savez que dans le lobbying de la RDC, l'un des éléments qui ont fait que nous puissions évoluer dans notre lobbying, c'est le profil de la personne à la tête du ministère des Affaires étrangères. Madame Wagner, les gens n'ont pas compris. Elle a travaillé en tant que fonctionnaire de GIZ, qui est une firme allemande sur les questions de finances. Ça lui a permis longtemps dans le Rwanda, ça lui a permis de comprendre les orientations des uns des autres. Et quand il est revenu dans les approches diplomatiques, il savait exactement où frapper et comment frapper parce qu'il maîtrisait les intérêts des autres. Je crois que le profil, nous le connaissons. Il ne faudra pas qu'on envoie des politiques. Là-bas, il ne s'agit pas d'une question, c'est vrai, c'est une question aussi politique, mais je pense qu'il faut enrober, il faut tenir compte des susceptibilités et des sensibilités en interne. Pour moi, en première ligne des murs, il faut mettre en place des vrais technocrates. Des gens qui maîtrisent les enjeux économiques de la République, des gens qui connaissent, qui savent lire la météo économique au niveau international, les gens qui doivent savoir qu'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons besoin de la sécurité, mais on arrive dans un contexte où les États-Unis également ont besoin de nous. Je vais vous rappeler, les États-Unis sont dans un contexte difficile où, sur la gestion des matières stratégiques venues de la RDC, ou particulièrement du continent africain, les États-Unis ont perdu du terrain, le cas de la RDC. Par exemple, quand vous avez un État qui exporte exclusivement de matières premières, un État béni sur cette question-là, qui exporte vers les États-Unis, partenaires traditionnels, à hauteur de 323 millions de dollars américains, alors que la Chine bénéficie des exportations de la RDC ou encore importe de la RDC à hauteur de 21 milliards de dollars américains. C'est une vraie question qui est symptomatique à la nature des relations. Et aujourd'hui, l'un des éléments qui prouve à suffisance que les États-Unis ont besoin de la RDC dans ses politiques économiques, notamment sur sa politique extérieure, c'est avant l'arrivée de Donald Trump, son prédécesseur, un démocrate, était déjà initiateur du projet du corridor de Lobito. L'idée était de pouvoir assainir une chaîne de valeur pour permettre aux États-Unis de reprendre la main sur le secteur minier de la RDC et pourquoi pas de la sous-région et du continent. Et donc, on est dans un contexte où on a à donner, mais les autres ont également à donner. Et ça, à ces niveaux-là, il faudra envoyer des gens capables de maintenir, de connaître les susceptibilités, les intérêts des autres, capables de parler le langage économique sur l'aspect international pour permettre à ce que la RDC n'aille pas la queue entre les pattes et prête à concéder n'importe quoi dès lors qu'ils ne comprennent pas ce qu'on fait. Donc pour moi, il y a la première ligne des murs, des technocrates. Oui. La deuxième ligne des murs, ce n'est pas de politique, des techniciens de la diplomatie. Et après, les politiques viendront pour encadrer parce que c'est une question éminemment politique, il faut le reconnaître aussi. Est-ce que ces profils-là, on peut les trouver de tous bords, du côté de la majorité de l'opposition, parce qu'il s'agit de la vie de la nation? Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui sont au pouvoir sont capables de se surmonter et appeler toutes les intelligences autour de cette collaboration, en fait, de trouver la paix? Tu sais, quand je parlais de politique, je n'ai pas parlé de la politique congolaise où on définit un politique en fonction de son courant, ou de sa formation politique, ou de son obédience. J'ai parlé des politiques des gens qui maîtrisent la question de la République. C'est vrai, ils sont dans l'appareil, dans la gouvernance, dans la gestion, mais c'est des gens qui n'ont pas pour première réflexion « je suis de la majorité ou de l'opposition ». C'est une réalité culturelle et une vérité culturelle. À nous, on est clivant à ces niveaux-là. Mais je pense qu'il existe des gens qui transcendent ces dimensions-là. C'est ces gens-là, ces gens d'émissaires, des gens pas trop brouillons. On n'a pas besoin de voir des têtes d'affiche des gens qu'on connaît à tout moment, mais on a besoin des gens qui ont un véritable agenda, des gens capables de se faire respecter, des gens qui ont une véritable notoriété au niveau international, mais des gens qui ne vont pas se laisser influencer par leurs petits intérêts pour des affinités à gauche à droite. Et donc ce profil-là, il y en a. Il y en a beaucoup. Malheureusement, j'aime pas. Si je me mets à citer des noms ici, on dira à gauche à droite, et puis voilà. Il y a deux gens capables de faire ça. Il y a même des gens qui déjà... De tous bords. Je vous dis, il y en a... Il y a ces gens-là. Quand tu dis tout bord, ces gens-là parfois n'ont pas de coloration. Mais c'est des gens qui ne partagent pas les questions de gouvernance de la République, mais critiquer l'effet de gouvernance ne fait pas de vous un opposant forcément. Donc, la critique constructive est un élément vital dans la vie d'un État, surtout d'un être humain. Donc je crois qu'à un moment donné, surtout encore plus pour un leader politique, quand on arrive à ces niveaux-là, il faut beaucoup plus écouter ceux qui critiquent
il vous donne la matière à réflexion, il vous permet de vous perfectionner, de faire des choses comme il se doit, que d'écouter des gens qui chantent parfois et qui font allégeance. Donc, pour moi, il y a ces gens-là, il y en a plein. Je ne vais pas citer de noms pour éviter de m'en lisser un peu, mais ces profils-là existent bel et bien. Mais alors, j'aimerais un peu savoir comment ça va se passer, alors que nous savons que sur le terrain, c'est la Chine qui domine. Il est, en tant que pays, partout. C'est la Chine qui bénéficie beaucoup plus de nos matières stratégiques. Mais aujourd'hui, la RDC décide d'entrer en discussion avec les États-Unis. Ça va se passer comment? Est-ce qu'elle ne va pas frustrer la Chine, qui est bien installée, ou bien il fallait renégocier avec la Chine pour laisser la place aux Américains? J'aimerais un peu savoir comment ça va se passer pour que la Chine ne pousse pas, entre guillemets, nous chercher aussi des problèmes, parce que c'est son bénéfice qu'il est là. Et aujourd'hui, on veut, en quelque sorte, lui ravir les gâteaux. En fait, ce n'est pas ça l'approche. L'approche n'est pas de ravir à la Chine, mais l'approche est de créer une concurrence loyale en interne. Ce que la Chine exploite aujourd'hui nous représente, à la limite, on estime l'exploitation de nos ressources à peine de l'ordre de 30 ou 32% si j'ai bonne mémoire. Donc on veut dire on a encore suffisamment de ressources à explorer ou à exploiter après, que seule la Chine ne saurait pas tout exploiter. Donc l'idée ici n'est pas d'aller ravir à la Chine, mais l'idée c'est exactement quand la Chine est arrivée, il y avait déjà, les États-Unis étaient déjà en accord avec la RDC, il y avait déjà des sociétés américaines qui travaillaient. C'est vrai que certains ont vendu eux-mêmes, notamment Teke Fungurume, pour la Chine, mais c'était pas un OPA hostile, c'était eux-mêmes pour des raisons de marché, ils ont décidé en fonction de l'offre, décidé d'acheter. Donc à ces niveaux-là, je ne pense pas que ce soit un élément frustrant, surtout qu'on est dans les multilatéralismes, mais il y a encore des éléments qui le justifient. La preuve, cette Chine dont je parle, dans la balance commerciale pour l'année 2024 en matière d'importation à destination de la RDC sont évaluées de l'ordre de 21 milliards de dollars américains. Cette même Chine est la principale, en fait, j'ai envie de dire, la plaque tournante de l'achat de ce marché noir de matières stratégiques de la RDC. Avec ce qui sort par le Rwanda, il y a la zone euro, oui, mais la Chine prend la plus grosse part. Elle exploite nos ressources ici. Quand elle a besoin, c'est vrai, des ressources stratégiques, au lieu de faire jouer d'autres influences pour nous permettre de recouvrer au lieu de nous aider à avoir la paix, pour que finalement, au regard des clauses qu'on a avec la Chine, de pouvoir exploiter calmement nos matières stratégiques, la Chine préfère de garder son marché loyal, son marché réglementaire, mais également devenir acteur sur un marché noir qui coûte non seulement nos ressources, mais également des vies à nos compatriotes congolais. Politiquement, c'est des considérations. On ne peut pas reprocher à la Chine cette réalité. C'est un État aujourd'hui qui s'est révélé être un État commercial simplement. Les implications diplomatiques et sécuritaires, la Chine n'y entre pas. Mais aujourd'hui, la RDC s'est devait de sécuriser sa population et cela n'empêche pas. Donc l'idée n'est pas ici de ravir ce que la Chine a, mais l'idée c'est de plutôt pouvoir donner aux États-Unis une place de choix également pour créer cette concurrence réelle qui profiterait ou pas à la RDC en fonction de ce que nous, on aura comme stratégie, en fonction de l'intelligence économique qu'on mettra sur cette question-là, pour faire en sorte que on a les deux géants, chacun voudra une part belle, mais aussi sur l'influence diplomatique, tout le monde le sait, là où les États-Unis exploitent les ressources, tu ne te permettras pas de tirer, un peu comme ça se fait avec la Chine. Là où les États-Unis exploitent, qui seras-tu pour venir tirer ou encore créer des mouvements rebelles? Ça, l'histoire nous renseigne que c'est un exercice très difficile. Alors, je sais que vous n'êtes pas dans les secrets du gouvernement, mais essayons un peu de réfléchir pourquoi, j'aimerais savoir pourquoi les choix des États-Unis et non, par exemple, de la Russie ou de la Turquie, qui sont des pays aussi capables de nous donner la sécurité. Parce que le but ici, normalement, c'est la sécurité, notamment dans la partie Est. Pourquoi seulement les choix des États-Unis et non pas des autres? Question de commodité. Aujourd'hui, faire appel à la Russie, ce sera faire appel à un État saigné par la guerre avec l'Ukraine, qui a aussi besoin de se refaire une santé financière. Mais militairement, en termes d'influence, quel serait l'impact de la Russie dans les approches de guerre au niveau de la sous-région? Je rappelle, le Rwanda a bâti son statut d'intermédiaire par le pouvoir américain. Et au-delà de ça, en matière de droit international, on partage beaucoup d'organisations, notamment
le Conseil de sécurité des Nations Unies, où c'est vrai, la Russie peut seule faire valoir son point de vue, mais nous connaissons tous qu'à ces niveaux-là, les pays permanents, c'est question d'influence. Quel est le rapport politique entre la Russie et les autres États, les autres membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies? Ça voudrait dire que de temps en temps, quand il s'agira d'agir pour la RDC, les autres États vont opposer leur droit de veto pour bloquer n'importe quelle autre initiative. Or, dans ces contextes-là, les États-Unis représentent le bon profil. Au-delà du fait que les États-Unis ont une mainmise sur le Rwanda, parce que je rappelle, en termes d'aide au développement, les États-Unis participent à près de 35% de ressources du Rwanda. Au-delà du fait que le pillage de ressources de la RDC participe également à hauteur de presque 40%, parce que sur un budget de 5 ou 6 milliards, il bénéficie de l'ordre de 2 milliards des ressources minières provenant de la RDC. Donc en gros, on est dans un contexte où il y a de l'influence des États-Unis sur le Rwanda, mais au-delà de ça, sur le continent africain, pour éviter des s'enliser, parce que Kinshasa, si vous suivez très bien, n'a pas misé sur les approches militaires. Kinshasa a mis en place la loi sur la programmation militaire, mais c'est une proposition à très long terme qui vise à réformer l'armée pour avoir le moyen de défendre sa souveraineté après. Mais Kinshasa a toujours été dans la dynamique diplomatique. Vous verrez la plupart de ses efforts, vous verrez que Kinshasa a exclusivement construit sa stratégie de résolution des guerres sur les approches diplomatiques. Or, à ces niveaux-là, il faut aller vers le cercle d'influence très direct qui peut facilement jouer, un peu comme les États-Unis le font aujourd'hui. Bien sûr, il y a également Doha, mais je rappelle aux gens que même Doha est devenu une puissance, mais Doha est un État sous protection des États-Unis. C'est un partenaire stratégique et privilégié. Quand vous voyez Doha dans des initiatives de ce genre-là, il faut savoir que les États-Unis n'est pas très loin. Donc, en gros, pour moi, stratégiquement et pour des raisons de commodité, surtout dans le contexte qui est le nôtre, les États-Unis faisaient le meilleur profil. La Russie pouvait nous aider si on était dans les approches belliqueuses. C'est un État qui ne devrait pas se laisser influencer par l'intervention des uns des autres. Mais le problème, c'est que à quel prix quand la bataille se déroule chez vous et quand on sait que la guerre a toujours eu une facture que personne ne peut maîtriser avant, moins encore après. Donc Kinshasa, au regard du profil de sa stratégie, qui est beaucoup plus dans le soft, Kinshasa ne pouvait pas aller ailleurs que aller vers les États-Unis. Alors, cette question, je pense que la guerre aujourd'hui, c'est la guerre des minéraux. C'est que nos frères et sœurs de l'Est sont en train de subir. Le Rwanda est beaucoup plus pointé. Je crois les 15 avril dernier, l'ONG Global Witness a publié une enquête où il dit qu'en 2024, il y a une entreprise Traxys qui a acheté 280 tonnes de coltan via le Rwanda. Et le Rwanda les récupère à travers les groupes armés. Même l'Union européenne a été aussi épinglée dans cette enquête. Maintenant, moi, je veux savoir quelles sont les garanties que les États-Unis, ou encore les moyens de pression que disposent les États-Unis pour carrément boucher ce trou-là qui fait couler nos ressources minérales, et nos ressources naturelles, et on fait retrouver la paix dans la partie orientale de la RDC. Quand vous parlez de Traxys, vous parlez des intérêts de l'Union européenne. Quand vous parlez de Traxys, vous parlez également des implications. On vous dit que c'est par le groupe armé, mais à part le groupe armé, les groupes armés et Traxys, il y a un intermédiaire. Un certain Gérard Boulot, si j'ai bonne mémoire, qui est chevalier de l'Ordre national du mérite en France. Un très proche collaborateur de l'ancien directeur de cabinet de Nicolas Sarkozy. Ça vous dit tout sur la nature de l'implication des États dans cette question-là. Mais quelle est l'influence aujourd'hui? C'est comme je dis, les États-Unis aujourd'hui ont l'influence et peuvent sanctionner de manière directe le Rwanda, soit par des orientations économiques, mais aussi peut s'imposer par les approches militaires. Aucun État continental n'accepterait d'entrer en conflit avec les États-Unis maintenant. Et quelle est la stratégie? Ce qui se passe maintenant sont de préalables. Les États-Unis peuvent arriver, mais le problème c'est qu'il faut commencer par trouver un compromis. L'idée de pouvoir, surtout d'une table de négocier aujourd'hui, de trouver un compromis avec la France, avec le Rwanda, et sont des éléments de l'influence des États-Unis sur la décision qu'ils peuvent avoir sur la réalité de la sous-région. Et aussi, je veux le dire, moi je ne suis pas politique, sans crainte d'être contredit, les États-Unis avaient des intérêts également dans cette approche. Aujourd'hui, ce que Kinshasa fait, c'est proposer mieux. Il dit, vous avez des intérêts, mais les intérêts sont de l'ordre minimal. Il est possible qu'on parte sur un contrat un peu plus clair, mais un peu plus
juteux, qui vous permettra de gagner beaucoup plus que ce que vous gagnez par devoir belliqueux ou encore par devoir rebelle. C'est ici la théorie de contourner le problème. Et aujourd'hui, les États-Unis deviendront justement ce garant-là, sur les accords. J'ai vu quelqu'un a rappelé, il dit la nécessité. Qu'est-ce qui nous prouve à suffisance que Kagame va respecter cet accord? Parce que on nous rappelle à Pretoria où Kagame a également accepté de ne pas faire la guerre par les groupes armés, mais puis il est revenu à sa parole autrefois. L'avantage cette fois-ci, on quitte la simple dimension de la sous-région, on est au niveau international. Et aujourd'hui, la médiation, c'est pas l'Angola, c'est pas Pretoria, c'est pas Luanda, c'est les États-Unis. Ce sont les États-Unis d'Amérique. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'au niveau de l'influence, c'est complètement différent de ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui, mais il ne faut pas tomber dans le triomphalisme et dans l'euphorie. Il est possible que la désorganisation interne puisse donner raison aux États-Unis et aux autres États européens qui ont pris l'habitude de passer par les États voisins pour prendre ce qui nous appartient. Et pour ça, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, tout dépendra de l'efficacité des politiques publiques mises en place et de la stratégie qu'on mettra chez nous. Au cas contraire, dans le chaos, on reviendra au galop et on vivra les mêmes histoires parce que nos richesses, les États-Unis peuvent les avoir sans forcément qu'on passe par cet accord de principe. Donc aujourd'hui, on a eu la chance de par la diplomatie, on a fait entendre notre voix. On est en face d'un pouvoir américain qui a envie de changer les choses, qui est réticent vis-à-vis de la politique guerrière des États-Unis, qui veut aller par des résolutions de conflits au niveau du monde. Trump veut se donner ce rôle à des redresseurs de tort. Et on profite de ce contexte-là pour que finalement, nous ayons la paix, parce que nous ayons la paix et que nous ayons justement cette résolution-là. Tout dépendra du sérieux qu'on mettra de notre côté, tout dépendra également de cette politique de résilience, mais il ne faudra pas qu'on le prenne pour acquis. Il n'y a personne qui défendra notre pays mieux que nous. Pendant ces temps, préparons, travaillons l'armée parce qu'on a trouvé certes avec les États-Unis un moyen, mais après, on dit en politique, c'est par quoi on acquiert le pouvoir, c'est par quoi on le conserve. Le Rwanda a toujours eu droit aux ressources de la RDC par des approches militaires. Rien ne nous garantit qu'aujourd'hui, ce Rwanda-là va faire main basse. Même si il aura peur des États-Unis, mais ce n'est pas éternel. Peut-être dans les jours à venir, il peut y avoir un changement de pouvoir aux États-Unis, il peut y avoir réorganisation de cartes. Le Rwanda aussi est un État avec des instruments de diplomatie. Il peut aller retourner la carte. Il peut toujours revenir. Il peut toujours revenir la carte sur la nécessité ou sur tout ce qui peut frapper comme malheur au niveau du Rwanda. Donc les enjeux sont là et que Kinshasa doit se prémunir. Se servir de ces contextes comme une période d'incubation où on trouve un compromis, on a la paix, on se prépare à reprendre le total contrôle. Est-ce que, parce qu'on avait parlé autrefois de l'approche militaire, vous voyez aujourd'hui les États-Unis, par exemple, nous installer une base militaire à Walikale, par exemple? Je ne le vois pas pour l'instant. Je ne vois pas pour l'instant parce que la stratégie des États-Unis, c'est comme je vous ai dit, tout ce qui se passe aujourd'hui sont de préalables. Parce que nous, on va s'installer. L'idée, c'est que nous, on exploite vos ressources, mais de toutes les façons, pour qu'on arrive à s'installer, on ne viendra pas par les armes. Les États-Unis ne vont pas se dédire. Ils ont longtemps protégé le Rwanda en tant qu'une, je ne sais pas moi, un État démuni qui a été pauvre à gauche, à droite. Aujourd'hui, puisque ici, ils se sont donné le rôle de gardien du droit international, ils ne viendront pas faire la guerre pour la RDC au détriment du Rwanda. Ça sera un mauvais message international. Enfin, et c'est pourquoi ils disent, on va vous aider à trouver un compromis. Dès que vous trouvez un compromis, dès que nous on s'installe, dès lors qu'il y a des intérêts des États-Unis sur place à ces niveaux-là, personne n'osera venir tirer. Donc même les rebelles qui sont installés à Goma, à Bukavu, vont partir d'eux-mêmes. Sans force ou bien? Mais la question c'est qu'il n'y a pas eu de discussion très directe avec la FC et M23. Comment? Sans discussion à Doha? Non, je dis direct. Oui. Même à Doha, c'est discussion par voie interposée. Vous faites vos propositions à la médiation, vous faites propositions, mais ils sont arrivés à signer un communiqué conjoint. Donc c'est pour vous dire qu'on est en face d'un État influent qui a de l'influence sur le continent et c'est à nous de jouer la plus belle de cartes pour que finalement, c'est un État transitoire et que Kinshasa prenne le temps de se réveiller, de se reformer pour que le jour à venir, on n'ait pas besoin de l'intervention des autres pour sécuriser notre propre sol. Alors, peut-être l'avant-dernière question. Les États-Unis vont venir, si jamais l'accord aura lieu. Je pense qu'ils vont se conformer sur base du code minier congolais. Ouais. Mais ça va se passer comment? Puisque nous savons que Trump, lorsqu'il veut, je prends l'exemple de la guerre entre la Russie et l'Ukraine, où
les États-Unis d'Amérique réclament beaucoup à l'Ukraine et c'est ce qui retarde jusqu'à aujourd'hui la signature d'un accord entre la Russie et l'Ukraine. Ça va se passer comment? Est-ce que nous serons capables d'imposer aux États-Unis d'Amérique notre code minier? Parce que ça exige beaucoup. Lorsque un partenaire arrive, il doit se conformer sur les lois de la République. Vous voyez-vous aujourd'hui, les États-Unis travaillent avec la RDC dans ce secteur en se conformant sur le code minier. Tengue Funguruma a été vendu, a été créé par les Américains. C'est entre autres à cause de ça. Non, c'est pas à cause de ça, ça n'a rien à voir. Les règles, le code minier, c'est comme le règlement d'ordre intérieur, qui définit les intérêts. Mais dans les accords aujourd'hui, ce qui se décidera dans les accords signés entre la RDC et les États-Unis, les praticiens de droit savent que en fait, les accords particuliers ont prépondérance sur les règles générales. Donc, la plupart des choses qui se dérouleront seront ceux qui seront coulés, noir sur blanc, sur l'accord qu'on aura signé avec les États-Unis. Donc, à ce niveau-là, on se mettra d'accord. Le code minier est notre code de règlement. Sur place, oui, mais n'empêche qu'il y ait des dispositions particulières qui feront exemption sur certaines approches. Mais à ce niveau-là, je ne pense pas que ce soit un véritable problème. Vous voyez les États-Unis nous construisent par exemple une usine de raffinerie ici? C'est comme je dis, tout dépendra de Kinshasa. Tout dépendra de Kinshasa. Parce que construire une usine de raffinerie, à quelle proportion? C'est possible, nous pouvons demander. Parce qu'aujourd'hui, notre plus grand défaut en ce qui concerne le profit qu'on peut tirer de nos ressources, ce n'est pas avoir créé une chaîne de valeur. Et à ce niveau-là, tout dépendra de Kinshasa. Mais dans ces contextes, ça devient difficile parce qu'on vient. C'est nous qui venons avec une proposition et on sollicite l'implication des autres. On a des éléments à revendre, oui, mais est-ce qu'on arrivera juste à recréer un marché ici? Il est possible. Rien n'est interdit parce qu'on va aller dans ces accords-là, mais les corridors de l'Obito existera. Pendant cette chaîne d'exploitation qui quittera l'Est pour traverser, aller vers le Nord-Ouest, l'idée, c'est simplement de pouvoir produire de l'intelligence économique pour profiter de ces ressources-là, de lors que chaque partie tire profit. Il est possible, encore une fois de plus, tout dépendra de l'efficacité de la stratégie congolaise et des politiques mises en place pour pouvoir tirer profit de ces accords-là. Et pour finir, l'idée de ces partenariats est mal vue par certains Congolais, notamment ceux de l'opposition et certains membres de la société civile qui estiment que c'est une manière, une fois de plus, de brader nos ressources naturelles. Question pour les chefs de l'État actuel de se faire une santé et de rester au pouvoir longtemps, plus tôt possible. Ben, je crois que cet argumentaire résulte de faits historiques. J'ai dit ici tantôt que dans l'histoire de la République, la plupart des dirigeants utilisaient cette méthode-là pour se maintenir au pouvoir, pour préserver leur pouvoir. Joseph Désiré Mobutu s'en est servi jusqu'à rester 32 ans. Quand il voulait la tête de Tchambé, il faisait concession à gauche à droite, on le lui prenait et puis on partait, basta. Et quand il voulait résoudre un conflit qui naissait en interne, au lieu de répondre par des politiques publiques et écouter les désidératas de la population, il préférait aller céder auprès de ses maîtres pour finalement se maintenir au pouvoir. C'est vrai, mais la question c'est qu'une fois de plus, aujourd'hui ce sont des accords mis à la place publique de manière apparente. Tout le monde sait qu'on veut aller dans cette transition-là, ça veut dire qu'on aura la possibilité. Je rappelle aux gens que de manière démocratique, on a des dispositions constitutionnelles qui permettent à une poignée de la population congolaise de dire non. De dire non à une proposition encore d'abroger un texte au niveau du Parlement par une pétition si cela ne va pas dans le sens de l'intérêt de tout le monde. Je comprends si on s'est dit, ben, vous pensez que ce pouvoir-là, qui a la majorité au Parlement, voterait contre une proposition qui nourrisse le pouvoir, c'est un vrai problème aussi en interne. Mais je pense que pour une première fois, c'est une discussion qui n'est pas restée sous la table, une discussion qui a été mise sur la table, ce qui permet à tout un chacun d'émettre un avis. Et je pense que cette task force-là, c'est quand même des gens intelligents qui vont prendre les meilleurs de chaque orientation, mais aussi, pour le politique, moi, ça ne m'étonne pas. C'est des arguments politiques, parce que le même politique, il y a certains qui ont fait de contre-lobbying au niveau des États-Unis pour faire rejeter cette proposition-là. Donc ça veut dire qu'on est beaucoup plus dans les approches politiques, et malheureusement, c'est ça le prisme congolais. On voit les choses que sur les approches politiques. Au lieu de voir qu'est-ce qu'on pourra gagner sur une guerre qui nous rend la tâche très difficile, on voit la tête de Tshisekedi, on voit la tête de Fayoulou et autres. Il faudra qu'à un moment donné, on arrive à se départir de ces approches-là. Par les pays. Par les pays, ça nous permettra de réfléchir convenablement. Comment sera la RDC dans 10, 20, 50 ans? Et je crois que ça sera également au pouvoir en place de ne pas donner raison aux politiques, parce que sinon, demain, il sera difficile de prendre ces genres d'accords avec les autres États
par crainte que ce soit des instruments d'enrichissement personnel de gens, ou encore des maintiens au pouvoir, comme ça a été le cas autrefois. Mais je crois que pour une première fois, les choses sont faites différemment que dans la plupart des cas. Ce sont des accords qu'on ne voit jamais. Mais aujourd'hui, c'est un accord qui a été discuté, mis à la place publique. Chacun de nous sait vers où Kinshasa veut aller. Maintenant, on aura le temps de voir si cela va dans le sens de l'intérêt général ou encore de l'intérêt politique d'une famille politique. Maïk Gardi Diana, merci de votre passage pour ce premier numéro de Canal Echo. C'est à moi de vous remercier. Voilà, c'est la fin de ce magazine. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci surtout à Doudou Motiri qui nous a donné la responsabilité de conduire cette émission. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Et je voulais demander pour la chute, pour tout ce qu'on a dit ici sur les questions de la République, oui, pour quitter les espaces politiques, je recommande à tout celui qui tombera sur cette émission d'aller chercher ce livre, Réveil patriotique, la jeunesse au cœur du développement de Joseph Mukéoutiende. C'est qui l'auteur? Joseph Mukéoutiende. Okay. Un jeune qui est dans le secteur de l'éducation au niveau de Lubumbashi. Donc, chacun peut le lire. C'est un livre, un manuel pratique sur les réalités de la République, la problématique, et aussi les solutions, les pistes de solutions proposées. Je pense que vous allez me la prêter. D'abord, je vais le lire aussi, s'il y a moyen, je vais aussi acheter. Vous allez lire et puis vous verrez. Merci à tout le monde qui nous ont suivis. Et on se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Au revoir.